à l'université McGill à Montréal, où j'ai créé mon lab, le Noroc Lab. Et donc un petit peu à propos de moi, je suis français, donc je viens de France où j'ai fait mon école, une école d'ingé, donc en France. Et pour la dernière année de mon école d'ingé, j'ai eu la chance de pouvoir partir, faire une expérience à l'étranger où j'ai fait ma dernière année de diplôme d'ingé à l'université de Sherbrooke, où j'ai fini mon diplôme d'ingé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai suivi un des cours de Wael Suleiman, qui est aussi membre d'Inter et donc toujours professeur à l'université de Sherbrooke. Et donc, j'ai continué sur un deuxième master plus orienté recherche avec Wael, en fait. Et donc, je suis resté au total 3 ans, je pense, à l'université de Sherbrooke, donc où j'ai travaillé avec Wael, où j'ai vraiment en fait commencé donc cet axe de recherche en utilisant les modèles non musculaires pour le contrôle de systèmes robotiques. Et donc après ma maîtrise, ces 3 ans donc à Sherbrooke, j'ai voulu continuer en fait sur la recherche. Donc j'ai quand même eu pas mal le goût de travailler donc sur la biomécanique, ces modèles neuromusculaires et les systèmes robotiques, et de voir aussi un peu plus sur de l'application pour de la réhabilitation. Donc ce que j'ai f donc ce que j'avais fait donc, à la fin de ma maîtrise à l'université de Sherbrooke, j'ai aussi eu la chance de partir au Mexique, en utilisant, avec une bourse MITAC, heu, dans un lab d'un collègue à Well. Et donc en revenant, j'ai commencé à regarder donc pour faire un doctorat. Et donc j'ai eu la chance de partir, en Allemagne, dans un lab qui était plus orienté donc biomécanique, contrôle neuromusculaire, hem, hem, les EMG, les contrôles de muscles, où j'ai commencé donc à faire, mon doctorat. Et le problème, c'est qu'après 1 an de doctorat, mes profs qui s'occupaient de moi sont partis de l'université d'Allemagne. Donc il y en a un qui est parti en Angleterre et l'autre qui est parti donc, aux Pays-Bas, à l'université de, Twente. Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre celui-là à l'université de Twente, où j'ai fini donc mon doctorat. Et j'ai pu continuer donc sur un postdoc. Donc à la fin de mon postdoc, c'est là où j'ai commencé donc à appliquer pour des positions de prof. Et donc comme j'ai pas mal aimé mon temps, au Québec, enfin au Canada et au Québec plus particulièrement, donc j'ai envoyé ma candidature à l'université de Sherbrooke, où j'ai pu, commencer, en tant que chercheur assistant. Et donc quand je faisais ma maîtrise, à Sherbrooke, je me souvenais que, François Michaud avait créé donc ce gros groupement inter, donc ça faisait, maintenant 10 ans, quoi. Et donc j'avais regardé et le regroupement existait toujours. Et c'est là où, je me suis dit: «Bon, je vais appliquer pour le regroupement», hem, pour trouver des collègues, avec qui travailler, et pour revoir, mes anciens collègues de l'université de Sherbrooke. Hem j'ai aussi fait partie du CRIR, donc qui est le centre de recherche interdisciplinaire, de Montréal en réhabilitation, où il y a, je pense, beaucoup de gens qui sont, d'Inter, qui sont aussi font partie du CRIR. J'ai aussi joint le réseau, REPAR, et donc Inter. Et finalement, j'ai aussi joint le centre Center for Intelligent Machine, à l'université, McGill. Donc sinon, à propos de moi, donc comme j'ai dit, je viens du sud de la France. Je viens de la ville de Toulon, qui est, pas très loin de Marseille et de Nice. Donc c'est juste à côté de la côte. Je me souviens quand je faisais mes études d'ingé, mon bâtiment, il donnait sur la mer, en fait. Donc c'était quand même, difficile de se concentrer, écouter les cours quand il y avait sur la fenêtre, il y avait la mer, et les oiseaux, à regarder, quoi.
Et donc, je viens en fait d'une petite ville qui est vraiment à côté de Toulon, qui s'appelle Lafarled, où donc là, vous pouvez voir une photo de mon village. Donc c'est quand même assez différent de Montréal, heu des villes au Québec en général. Et donc le sud de la France, c'est vachement connu pour les oliviers, l'huile d'olive et le beau temps. Donc Toulon, la ville d'où je viens, c'est la ville la plus ensoleillée de France, donc on a 300 jours de soleil par an. Pas de neige, des températures qui vont, jamais en dessous de 0. Donc j'espère que vous appréciez l'effort que j'ai fait de venir ici, et d'endurer le climat québécois, venant du sud de la France. Hem Mais bon, voilà. Mais après bon, je suis pas venu tout seul, d'Europe. Je suis venu aussi avec mon petit chien, donc qui s'est quand même pas mal habitué à la température et au climat du Québec. Donc lui, il adore ça, la neige. Donc je sais pas si vous voyez très bien la vidéo, mais il s'éclate, donc sur la neige. Par contre, les petites pantoufles et les petits habits pour le froid, bon ça il apprécie pas trop. Donc ça s'est très vite arrêté et donc on a pu fêter Noël ici, à Montréal où donc c'était le petit Père Noël, ici là. Et ce qu'il adore, c'est, jouer avec la balle quoi, jouer avec une ou 2 balles, jouer au soccer, donc voilà. Et sinon, ce que j'aime faire aussi, donc j'aime bien faire du vélo. Avant de venir ici, j'étais aux Pays-Bas, donc un grand pays du vélo. Donc j'ai fait pas mal de vélo quand j'étais aux Pays-Bas et ici en hiver, c'est un peu plus dur de faire du vélo, mais heureusement, la mairesse de Montréal fait quand même pas mal d'efforts pour nettoyer les pistes cyclables en hiver, donc ça, c'est quand même pas mal. Et ou sinon, ce que j'aime faire, c'est, du travail du bois. Hem, donc de construire des petites structures en bois, mais bon, ça à Montréal d'avoir son petit, atelier de bois, c'est un peu plus difficile au vu des prix, de des appartements et des maisons, quoi. Donc voilà, moi, c'est tout à propos de moi et donc sur ma recherche, ma recherche, c'est vraiment, à l'interface entre l'humain et les systèmes robotiques, hem et pour une application, en fait, pour de la réhabilitation. Donc un des gros problèmes, tout ce qui est système robotique, comment on dit en français? Qui sont, qu'on peut, mettre sur soi, donc comme par exemple des exosquelettes, mais ça peut être aussi des prothèses. Donc c'est des systèmes qui ont été faits d'abord, par des gens qui viennent, du milieu mécanique, du génie mécanique et qui vont faire des structures mécaniques qui sont quand même assez impressionnantes, qui vont faire des prothèses qui sont très, très fortes, des exosquelettes qui sont, extrêmement puissants. Mais le problème, c'est que, en fait, l'aspect humain, comment l'humain va contrôler ces systèmes robotiques est pas très bien, intégré. Donc l'humain est plutôt considéré comme une boîte noire, et on ne va pas vraiment regarder donc comment le corps humain interagit avec ces systèmes robotiques. Comment le système robotique change l'humain et comment l'humain, on peut l'interfacer avec ces systèmes robotiques pour lui donner un contrôle qui est naturel et que l'humain va pouvoir contrôler naturellement. Et ça se voit en fait sur, l'impact qui est quand même assez limité des systèmes robotiques. Donc si on regarde, pour de la réhabilitation, les exosquelettes ne sont pas encore vraiment présents donc pour de la réhabilitation et il y a aussi pas de vraiment de de processus de personnalisation, pour les contrôleurs de systèmes robotiques, quand c'est utilisé avec des humains. Donc on va dire que, l'humain, c'est un humain en général, il va avoir une force qui est à peu près, générale aussi et ça va être un problème si on prend en compte tout ce qui est, réhabilitation. Où en fait, des patients qui ont par exemple, qui ont fait un AVC, ces patients-là, c'est pas des patients des groupes homogènes.
où chaque patient, c'est le même que le patient d'à côté, quoi. Donc des patients, ils vont avoir des effets dus à la maladie qui va être différents, qui va impacter différents membres, qui va aussi impacter le muscle différemment et le contrôle musculaire différemment. Et donc ces systèmes robotiques aussi, ils vont seulement pouvoir aider différents mouvements. Donc ça va être par exemple aller tout droit. Donc ces systèmes robotiques vont pouvoir aider des personnes à juste marcher tout droit, ou ça va être des systèmes, des prothèses par exemple, avec des systèmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir faire que quelques mouvements, attraper que certains objets ou des choses comme ça, quoi. Et donc ma recherche, c'est vraiment comment on peut informer ces systèmes robotiques de l'utilisateur, de l'humain. Donc j'ai présenté ma recherche sur les modèles neuromusculaires temps réel. Comment on peut utiliser ces modèles-là pour du contrôle d'exosquelettes et de prothèses. J'ai aussi présenté mon travail sur la simulation prédictive. Donc une fois qu'on a ces modèles qui sont personnalisés, comment on peut les utiliser donc pour voir plus tard donc quel va être l'effet. On dirait On qu'il vient de est perdre vide. Guillaume, je pense, hein? Oh, est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'ai été coupé pendant un. Oui, tu es de retour parmi Voilà. nous, Guillaume. Je te relaisse la parole. OK, parfait, merci. Et donc sur les modèles donc prédictifs pour savoir en fait que va être l'effet d'un exosquelette dans un temps un peu plus long, donc dans 2-3 mois, quel va être l'effet de la réhabilitation. Donc ça peut être par exemple faire plus d'exercices, des choses comme ça, quoi. Et je vais présenter aussi donc quel va être mon travail un peu plus tard, quoi. OK. Donc, pour les modèles neuromusculaires à temps réel, donc ces modèles neuromusculaires, ça va être des représentations digitales des muscles, des os et du contrôle musculaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a créé ces modèles neuromusculaires pour qu'ils marchent en temps réel, donc qu'ils soient assez rapides pour qu'en fait, on va capturer des informations du sujet. Donc ça va être son contrôle musculaire, ça va être sa position articulaire, et en fait, on va donner ça au modèle neuromusculaire, et le modèle neuromusculaire, en sortie, va nous donner les forces articulaires du sujet, en fait. Et donc ce qu'on veut, c'est que ces modèles marchent en temps réel, donc qui est seulement un petit délai de quelques millisecondes entre le moment où on va enregistrer ces entrées, ces valeurs d'entrée de l'humain, et pour ressortir en fait ces valeurs de sortie qui va être la force articulaire. Et ce qui est vraiment important, c'est aussi de personnaliser ces modèles sur le sujet, en fait. Parce que donc on va utiliser des modèles on va être des modèles un peu standards. Donc ces modèles standards, ils vont pas représenter la taille du sujet, la force, du muscle du sujet et d'autres propriétés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, enregistrer des données expérimentales, du sujet, et on va, par un outil de calibration, on va avoir une petite optimisation qui va changer les paramètres du modèle neuromusculaire pour que la force articulaire du modèle représente la force articulaire qu'on a enregistrée expérimentalement. Et donc ce qui est intéressant donc avec ces modèles-là, c'est qu'on va avoir accès donc à cette force articulaire en temps réel. Hop. Et on va avoir accès dans un délai qui est moins de 50 millisecondes. Et ça, c'est important parce que le moment où l'humain, il va envoyer sa commande neuronale sur le muscle, et que le muscle commence à faire une contraction et à produire un mouvement, on va avoir ce qu'on appelle le délai électromécanique, qui est pour l'humain de 50 millisecondes. Donc on a en fait cette petite fenêtre d'opportunité de 50 millisecondes entre le moment
où les EMG, l'activité musculaire est enregistrée sur le sujet et que le sujet en fait va réaliser ce mouvement. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait ce modèle qui peut estimer cette force articulaire en dessous des 50 millisecondes. Et donc, en fait, on va avoir la force du sujet avant qu'elle se réalise. Donc là, par exemple, on a une vidéo du logiciel qu'on avait fait. Donc, on peut voir le modèle donc squelettal. On va voir aussi des graphes, des plots des différents EMG et des forces articulaires. Donc, une fois qu'on avait ces informations, ce qui est quand même assez intéressant, c'est en fait la force articulaire, c'est une commande qui est parfaite pour les systèmes robotiques. Parce que la force articulaire, c'est donc quand on regarde pour par exemple un exosquelette, c'est directement ce qu'on peut donner qui va refléter l'action du sujet. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette force articulaire, on l'a multipliée par un ratio et on a demandé donc à un exosquelette de reproduire cette force comme assistance pour des sujets en fait. Donc on a intégré ce modèle neuromusculaire en temps réel dans le contrôleur d'un exosquelette et on a fait donc des expériences pour aider des personnes atteintes, enfin des personnes qui ont fait un AVC ou qui ont eu des liaisons de la moelle épinière pour en fait regagner un contrôle de leurs membres inférieurs. Donc ce qu'on a vu, ce qui était intéressant, c'est qu'en aidant, en donnant cette assistance, il était possible donc de réduire le contrôle musculaire de ces personnes, tout en donnant la possibilité pour eux de finir le mouvement. Et aussi donc leur contrôle musculaire était aussi avait beaucoup moins de variations pour les tâches répétitives. Donc on a aussi fait ça pour de l'assistance à la locomotion sur des sujets sains et sur des tâches un peu plus complexes. Donc là, on a essayé aussi, par exemple, en faisant du moonwalk, de voir est-ce qu'on pouvait aussi assister sur des tâches complexes comme ça en utilisant des exosquelettes et ces contrôleurs, des contrôleurs neuromusculaires. Donc là aussi, durant la marche et ces tâches complexes, on avait aussi la possibilité de réduire la production d'IMG, de contrôle musculaire, et en fait de réduire la force que le sujet devait produire pour réaliser un mouvement. Donc on a aussi fait ça pour des contrôles de prothèses. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé un modèle du bras et en utilisant exactement le même framework qu'on a utilisé, mais pour le contrôle cette fois d'une prothèse de main. Donc on a dû changer aussi l'assistance, parce qu'avant on faisait donc de l'assistance pour un exosquelette, où on donnait peut-être 10, 20, 30% de la force articulaire, parce que le sujet a déjà sa propre force, sa force résiduelle, mais pour une prothèse, la main n'existe plus. Donc on est obligé de donner 100% de la force articulaire pour le contrôle de la prothèse. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'en utilisant ce genre de modèle neuromusculaire, on pouvait donner un contrôle qui était vachement naturel pour le sujet et il était aussi possible pour lui de contrôler plusieurs degrés de liberté au même moment. Et ça, c'est quelque chose que les prothèses qui utilisent donc ce contrôle musculaire ne sont pas capables de faire, au moins ceux qui sont couramment en vente pour les personnes à qui il manque des membres. Et donc ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'on pouvait contrôler plusieurs degrés de liberté en même temps, et aussi est-ce que ce contrôleur qui utilise ces modèles neuromusculaires sont plus rapides que ce que le patient utilise couramment.
Et donc, ce qui est, on était bien content de voir qu'en fait, en utilisant nos modèles, il était possible donc de faire des mouvements beaucoup plus rapidement qu'avec ce que le contrôleur que la prothèse utilisait dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, donc là, j'ai présenté donc comment on peut utiliser ces modèles neuromusculaires pour le contrôle de systèmes robotiques. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est une fois qu'on a ces modèles en fait, donc qui représentent, hem, l'humain, on peut aussi donc faire ce qu'on appelle de la simulation prédictive et en fait d'essayer de créer un mouvement, donc qui est basé sur aucun, hem, data, expérimental. Parce que là, jusqu'à présent, donc, j'utilisais donc ces contrôles, musculaires, ces positions articulaires directement du patient, ou du sujet et donc là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on peut créer un mouvement, sans, données et est-ce qu'on peut prédire donc les mouvements que le sujet pourrait faire, dans le futur, dépendamment s'il va utiliser donc un système robotique comme un exosquelette ou une prothèse ou ça peut être à des effets voir les effets au long terme de la réhabilitation. Hem Donc ces modèles neuromusculaires, ça pourrait pas mal aider donc pour, de la réhabilitation, pour voir les effets, au long terme de la réhabilitation, mais aussi pour le design, des, systèmes robotiques, heu et comment on peut les intégrer mieux, à l'humain, sans avoir à créer de créer réellement en fait ces systèmes et en fait de devoir, réitérer plusieurs fois avant qu'on a avoir un système, final. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut d'abord faire ça en simulation, voir l'effet en simulation et une fois qu'on est content de l'effet que le système robotique va faire sur l'humain et ben, on peut donc faire des expérimentations réelles, sur des humains. Mais donc un des problèmes, dans ces modèles neuromusculaires, c'est comment on peut contrôler donc ces muscles virtuels. Parce qu'en fait, par exemple, hem, donc sur les jambes, on a plus de 90 muscles, et donc les contrôleurs, donc ça des contrôleurs qui peuvent être basés sur de l'optimisation, ils ont quand même pas mal de mal, beaucoup de mal à, contrôler autant de degrés de liberté et d'actuateurs, donc ces muscles actuateurs, pour faire des mouvements, qui peut paraître naturels, qu'un humain va faire. Donc ce qui existe couramment, donc c'est utiliser donc des données expérimentales, donc comme j'ai présenté avant, ou d'utiliser de l'optimisation. Ce qu'on a plutôt regardé, c'était comment on peut utiliser donc de l'intelligence artificielle et du, reinforcement learning pour essayer en fait de contrôler ces modèles, hem, qui ont quand même des dimensions assez importantes. Et donc on a créé ce logiciel open source avec des collègues, d'autres universités, et de compagnies. On a créé le logiciel qui s'appelle, MyoSuit, donc qui va utiliser le reinforcement learning pour contrôler, ces modèles neuromusculaires et créer du mouvement. Donc ça, c'est basé sur, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le reinforcement learning, c'est basé sur en fait sur de la maximisation de reward, donc ça, je ne suis pas sûr comment on dit en français. Donc de la maximisation de reward et en fait, donc on va avoir, notre modèle neuromusculaire qui va représenter, l'environnement et où en fait, un réseau de neurones va envoyer des actions pour contrôler des muscles. Ces contrôles de muscles vont faire bouger, donc ces modèles neuromusculaires, avoir une interaction avec, l'environnement qui est simulé et en fait ça va nous donner, en entrée du modèle neuromusculaire, donc la force articulaire, la position des degrés de liberté et tout ça. Et donc en fait, on peut entraîner en simulation, ces, réseaux, ces réseaux de neurones pour en fait avoir, pour prédire des actions qui vont faire, des mouvements qui nous intéressent.
Donc couramment, on a donc on a plusieurs modèles. On a un modèle des jambes avec plus de 80 muscles et 16 degrés de liberté, et un modèle de bras avec 63 muscles et 27 degrés de liberté. Et on travaille donc sur d'autres modèles, donc un modèle de dos, un modèle complet de l'humain. Et on a aussi créé pas mal de tâches. Donc ça va être par exemple de la locomotion. Donc bon, c'est pas encore parfait, mais on se rapproche. Donc aussi sur tout ce qui est du contrôle postural sous de la perturbation. Donc on va essayer de regarder, est-ce qu'on peut reproduire un humain qui subit de la perturbation. Donc ça peut être par exemple si quelqu'un vous pousse, est-ce qu'on peut reproduire ça et avoir donc une simulation qui va être proche de celle d'un humain. Donc on a aussi des tâches qui sont plus basées sur la main. Donc ça va être du contrôle de posture pour la main, bouger des objets. Donc ça va être ici un stylo ou des balles à l'intérieur de la pomme. Et on a aussi créé donc différentes conditions sur ces modèles. Donc on va avoir des conditions musculaires par exemple, on va avoir le modèle des conditions sarcopéniées, qui est donc l'effet de l'âge sur le muscle. Donc en fait, le muscle, il va perdre de la force musculaire parce que on vieillit. On a aussi regardé donc sur du transfert de tendons. Donc par exemple, si vous avez un accident et que vous cassez vous avez une blessure importante à la main, ce qui peut arriver, c'est que le chirurgien peut décider de transférer un tendon d'une articulation à l'autre pour pas que vous perdiez en fait le contrôle total de la main. Et donc on a aussi simulé ça. Donc on a commencé à bouger les tendons et de regarder comment l'intelligence artificielle va réagir sur ces changements du modèle. On a aussi des modèles de fatigue, donc de fatigue musculaire. Donc si vous faites une tâche répétitive, il y a de la fatigue qui va apparaître, et donc on a simulé ça dans notre framework pour regarder aussi comment l'intelligence artificielle peut gérer en fait ce changement de conditions temporaires sur le muscle. Et aussi, on a commencé à créer donc des systèmes virtuels comme des exosquelettes. Ce que j'aimerais continuer donc dans mon lab ici à McGill, c'est en fait d'avoir des modèles neuromusculaires qui sont plus précis. Donc de regarder des modèles où on va utiliser des modèles de muscles qui vont être plus précis, donc au niveau de la fibre musculaire. De regarder aussi, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles entrées directement en utilisant par exemple des ultrasons, et ce qu'on appelle aussi high density EMG, qui vont être en fait des grilles, des matrices des matrices des points d'enregistrement d'EMG. Et en fait, en utilisant un système de décomposition, on peut retrouver ce qu'on appelle l'unité motrice de la fibre musculaire. Et donc, ce que j'aimerais regarder, c'est est-ce qu'on peut créer donc des systèmes neuromusculaires qui vont utiliser cette nouvelle précision du contrôle musculaire, donc au niveau de la fibre musculaire. Donc ça va être de la stimulation de la fibre musculaire, mais aussi du contrôle de la fibre musculaire en utilisant ces unités motrices, et aussi en utilisant les ultrasons, de regarder directement l'élongation réelle sur le sujet de la fibre musculaire. Et donc d'avoir ces systèmes neuromusculaires qui vont être directement contrôlés par ces nouvelles entrées, pour créer des modèles qui vont être extrêmement précis pour le contrôle d'exosquelettes, mais aussi pour mieux représenter le changement dû à une maladie. Donc ça peut être une dégénérescence musculaire ou un AVC.
Donc je travaille aussi sur ce qu'on appelle de regarder directement aussi la position en 3 dimensions des os. Parce qu'en fait, donc couramment, ce qu'on utilise en biomécanique, on va utiliser ce qu'on appelle du motion capture, de la capture de mouvement, où on va mettre en fait des marqueurs sur la peau et depuis ces marqueurs, on va essayer de retrouver en fait la position des degrés de liberté et des os sous-jacents. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on met ces marqueurs sur la peau, on va avoir des mouvements de peau, on va avoir aussi les os qui sont sous la peau qui vont pas être représentés par ces mouvements de marqueurs. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser donc des ultrasons qu'on appelle des A-mode ultrasons. Donc ce qui est différent avec un B-mode ultrason. Donc un B-mode ultrason, ça va être donc ce qu'on utilise couramment avec les ultrasons pour si par exemple vous êtes enceinte ou un truc comme ça. Donc là, le A-mode, il va juste envoyer en fait un signal de son et à partir de ce signal de son, on peut avoir donc un nuage de points et une fois qu'on a ce nuage de points, on peut essayer de retrouver la position de l'os si on a un mesh de l'os. Et donc ça va nous permettre en fait de savoir exactement quels vont être les degrés de liberté entre deux os et de regarder donc par exemple pour tout ce qui est ostéoarthritis, où en fait ces micro-mouvements peuvent créer de la douleur pour les personnes. Donc j'ai aussi une doctorante qui est en train de regarder le contrôle de posture sous perturbation pour les personnes âgées. Donc en utilisant le logiciel que j'ai présenté avant, on va regarder donc créer des modèles de personnes âgées et de voir quelle est la différence de posture entre une personne âgée et une personne saine pour plus tard créer des nouveaux systèmes robotiques, donc ça peut être passif ou actif, pour empêcher la chute d'une personne. Je crois que c'est presque l'heure, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc aussi, ce que j'aimerais regarder, c'est donc les effets de l'assistance robotique sur des personnes AVC. Donc ce qu'on a vu pas mal, ce qui se fait pas mal, c'est d'avoir un système robotique, un exosquelette. On va avoir la personne qui va être dans ce système robotique et on va l'aider à faire marcher cette personne pour qu'il ait une meilleure mobilité. Mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est quel va être l'effet à long terme de cette assistance robotique et est-ce qu'on peut prédire ces effets et créer des nouveaux contrôleurs robotiques pour essayer d'avoir un effet de réhabilitation optimal au long terme. Et donc pour ça, j'aimerais créer donc des nouveaux contrôleurs qui sont basés sur les modèles neuromusculaires qui sont personnalisés sur le patient. Donc comme ça, on peut savoir exactement quels sont les effets, quelle sont la force résiduelle du patient et de créer des contrôleurs en fait qui vont essayer de donner un stimuli mécanique qui va comment dire? Hem, 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 qui va provoquer la neuroplasticité en fait du patient. Donc pour que l'effet neuroplastique du patient va être multiplié sous les stimulations mécaniques données par les systèmes robotiques. Donc pour finir ma présentation, donc ce que j'ai présenté, c'est qu'on peut utiliser en fait ces modèles neuromusculaires en temps réel qui vont donner des informations sur la personne avant que le mouvement il soit réalisé. On peut utiliser ces modèles neuromusculaires pour aider
à la mobilité avec un système robotique, donc ça peut être une prothèse ou un exosquelette. On peut réduire l'effort musculaire en utilisant ce genre de système robotique et de contrôle basé sur les modèles neuromusculaires. Et on peut utiliser aussi donc de l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction de mouvement. Donc en utilisant par exemple le logiciel que j'ai présenté, donc c'est un logiciel open source que vous pouvez déjà utiliser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma présentation. Donc si vous avez plus d'informations, il y a mon email. Le logiciel MaoSuite que j'ai présenté est open source, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà le télécharger. Et donc si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Merci, Guillaume. Les applaudissements virtuels, ça fait moins de bruit qu'au tournoi de hockey de mes enfants après un but avec les trompettes, les crécelles et tout ça. Mais bravo, merci pour ta présentation, Guillaume. Donc, j'ouvre la période des questions, d'échanges, discussions, ouverture de collaboration. Donc, vraiment, là, c'est une période vraiment d'échange. Donc, il nous reste encore là, un bon 15 vers le 20 minutes là, pour cette période-là d'échange. Donc, je vous laisse. Donc, je vois, il y a plusieurs mains levées. Donc, on va y aller avec la main 1 qui est Félix. Oui, allô Guillaume, merci beaucoup pour la présentation, vraiment, vraiment intéressante. Je me Merci. demandais au début, vers le début de la présentation, donc il y avait déjà des exemples avec des prothèses myoélectriques. Euh, je trouve ça génial, on en voit de plus en plus, c'est toujours, bon, où est-ce qu'on est rendu? Là, c'est vraiment, je vois bien l'usage du modèle neuromusculaire. Est-ce que, par contre, ce qu'on voyait, c'était que c'était encore vraiment au niveau laboratoire. Donc, il y avait un système de mocap full patch level. J'imagine que c'est un gros ordinateur aussi qui fait le traitement de ça. Le traitement, puis en fait, c'était ça ma question, le modèle neuromusculaire, est-ce que c'est complètement forward avec des boucles de feedback minimes ou ça demande un gros processus? Finalement, c'est quoi que ça demande comme puissance de calcul pour faire ça? Ouais, donc c'est une bonne question. Donc, pour le système neuromusculaire, donc en utilisant donc le contrôle musculaire du patient et la position articulaire du patient. Donc en fait, c'est des systèmes qui vont être, comme tu as dit, complètement forward. Donc il n'y a pas d'intégration des équations de motion et trucs comme ça. Donc c'est quand même des systèmes qui sont quand même assez rapides. Donc par exemple, pour donner un exemple, on faisait tourner le modèle neuromusculaire sur des Raspberry Pi. OK. Donc on peut déjà avoir des systèmes qui sont complètement portatifs en fait. Avec le plus gros problème qu'on a par exemple avec une prothèse. Donc le prothèse, on peut, on peut le mettre donc on peut l'intégrer dans la prothèse, mais après tu as quand même besoin d'enregistrer, le l'activation musculaire, donc les EMG. Donc ça demande de placer des électrodes sur le muscle. Donc des fois, ça peut pas être super pratique, quoi. Après ça, il Et faut faire aussi des max aussi ou non? hein? Est-ce qu'il faut faire des EMG max aussi ou Oui, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc il faut que ça soit des EMG normalisés, donc sur le mouvement, enfin sur l'activation maximale, quoi. Donc il y a quand même aussi ces petits, on va dire ces petits problèmes pratiques en fait. Parce que si par exemple on va regarder des systèmes qui sont que basés sur de l'intelligence artificielle. Donc eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'en fait, ils vont mettre pas mal d'électrodes un peu partout et donc ils sont pas obligés de savoir où est le muscle, quoi. Mais bon, après le problème, en utilisant de l'intelligence artificielle, c'est que, si les électrodes, ils sont pas exactement au même endroit, ça marche plus. Si tu fais des mouvements que tu as pas été entraîné dessus, ça marche plus. Alors qu'avec des systèmes neuromusculaires, comme en fait, c'est directement, tu peux considérer ça comme une fonction, en fait. Donc tu vas sur tes entrées, tu as directement ta sortie. En fait, c'est, la modélisation de ton système physique qui, va te donner en fait le mouvement, de sortie, en fait. Donc tu as pas besoin tu as un entraînement minimal qui va être la personnalisation du modèle, mais après tu as pas ces effets
que tu es basé en fait sur tes données d'entraînement. Mhm. Ouais, je vois bien. Ben, merci beaucoup. C'est une belle présentation. Beau travail. Merci. Donc, oui, Améléo, c'est le prochain. Oui, merci. Merci pour la présentation. C'est des projets super intéressants. Je me posais juste une question pour, pareil pour tout ce qui est feedback, etc. Là, je me demandais, parce que vous utilisez donc des EMG et puis du feedback aussi de motion capture. Je me demandais, puis ça fait un peu partie du délai aussi derrière, c'est comment est-ce que vous traitez vos EMG, parce que c'est quand même du signal bruité, et comment est-ce que vous prenez en compte ça? Est-ce qu'il y a un peu du bruit que vous acceptez aussi sur les données, à quel point est-ce que ça va être viable? Bah oui, très ouais, c'est une bonne question. Les EMG, donc c'est quand même assez, ça peut être difficile des fois à enregistrer. Hem, Parce que bon, une des grosses difficultés, c'est qu'il faut, trouver le muscle. Donc moi j'ai travaillé pas mal sur les jambes. Bon, sur les jambes, il y a des gros muscles, donc c'est quand même assez facile à trouver. Mais je me souviens après, donc quand on faisait l'expérience sur l'avant-bras, donc sur un patient qui était, à qui il manquait la main, de trouver les muscles, ça a quand même été un peu galère, quoi. Mais après par exemple le bruit ou, donc il y a le problème de bruit et les problèmes aussi qu'en fait on va avoir une électrode qui peut, enregistrer plusieurs muscles en même temps. Ça après ça, pour être honnête, ça a jamais été trop un problème, parce que, d'un côté, les muscles qu'on va enregistrer, donc ça peut être par exemple un groupe de muscles, ça va être quand même des muscles synergistiques en fait. Donc ils vont quand même donner des contrôles, des commandes en fait qui vont être synergistiques, donc qui vont quand même te donner l'information, qui est la plus importante, qui va être, est-ce que par exemple sur, ton degré de liberté, ça va être un torque positif ou négatif? Donc qui va te donner le bon mouvement quoi. Donc ça, on n'a jamais eu trop de soucis et pour le bruit aussi, après du moment où tu as quand même des capteurs qui sont placés donc sur le muscle, on a ouais, donc non, pour le bruit, on n'a jamais eu trop d'issues, Parce que, après, ouais, c'est après ça que sur le ouais, la pardon, ouais. question que je me posais forcément, c'est parce que là, quand on enregistre des EMG, c'est donc des signaux bruts temporels, Mmh. puis derrière, on essaie de les traiter pour avoir une enveloppe. Ouais. Est-ce que c'est ça que vous avez fait? Ouais, ouais, Puis ça, ouais, c'est ça, en fait. puis dans ce cas-là, ça induit quand même un délai aussi de traitement parce qu'il faut prendre, je sais pas comment vous avez géré ça, en fenêtre glissante ou en ça m'intéresse parce que je fais un peu aussi du temps réel avec des capteurs, puis des modèles squelettiques aussi, donc ça m'intéresse de savoir un peu, Ah ouais. j'ai eu un peu Ouais, des soucis avec, traitement de données en temps réel, puis essayer d'avoir le moins de délai possible avec ce type de signal. oui, donc après, après, le moment où c'est du temps réel, où tu utilises des filtres, tu vas avoir du délai parce que bon, tu peux avoir tu des petites, des fenêtres, vachement petites, quoi. Donc ça, le délai, il va toujours être là. Après, bon, on a essayé on minimisait en fait l'ordre du filtre pour, réduire le délai, quoi. Mais est-ce Mais qu'il est oui, pris en après, compte dans les 50 millisecondes ou pas? Pour heu, bah, mmh pas vraiment, non, OK. parce que, le problème, c'est que c'est quand même assez difficile de savoir quand est-ce que, l'EMG est envoyé, en fait. Donc ça, il y a Mmh. toujours, mais après donc nous, ce qu'on voyait de sûr, c'est qu'en fait, quand on faisait tourner ces modèles en temps réel, on pouvait voir pas le mouvement, mais la force qui apparaissait avant que le sujet, commençait à bouger, quoi. Donc d'un côté, bon, c'est pas, enfin, ouais, ça nous montre que quand même on était bien en dessous des 50 millisecondes, heu, de délai, quoi. OK, super. Merci. Parfait. Donc, Sylvie. Oui, ma question est bien enchaînée là, avec l'intervention précédente. Mais premièrement, merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. J'ai bien aimé. Le 50 millisecondes, bon, on comprend là, que c'est une moyenne, là, mais Ouais, c'est tellement, ça peut être tellement variable en fonction de, tu sais,
c'est la composition musculaire. Si c'est une personne qui a une atteinte, qui a une faiblesse, le délai est plus long, et ainsi de suite. Fait que je suppose qu'éventuellement, vous allez trouver une façon peut-être de rendre ça un peu plus personnalisé pour la personne via une manipulation ou un test ou quelque chose, là. Mais je comprends bien là, quand même l'enjeu autour de ça, mais c'est sûr que c'est variable, là, puis ça, je suis sûre que vous le savez, là. Ouais. Mon autre point, c'était l'autre phénomène qu'on retrouve beaucoup avec les clientèles neurologiques, c'est le problème de co-contraction musculaire. Puis je me demandais, vous disiez au début, bon, on parle de force articulaire, mais la force articulaire, c'est une force qui est nette. Donc, s'il y a de la co-contraction, comment c'est dealé, ça, dans votre contrôle là, des. Donc, déjà, ouais, c'est totalement vrai pour le délai, pour les délais. Moi, je me souviens, j'avais lu pas mal d'articles et en fait, chaque article va te donner un nombre différent. Donc, j'ai mis 50 millisecondes parce que c'est un nombre que j'avais vu pas mal de fois. Mais après, ouais, ça dépend du muscle aussi, ça dépend de la personne. Donc, à la fin, ouais, c'est difficile de donner un nombre. Enfin, c'est impossible, quoi. Après, nous, c'est pas intégré dans notre modèle. Donc ce qu'on essaye, c'est d'aller le plus vite possible et en fait, ce délai va nous donner, plus tard, j'imagine, en fait, une fenêtre d'opportunité pour appliquer, un contrôleur pour la réhabilitation. Donc est-ce qu'on, avec ce petit délai, est-ce qu'on peut donner une assistance qui va vraiment aider la personne, quoi? Donc ça, c'est ce qu'on voit pour le futur. Et après, pour la co-contraction, non, pour être honnête, on tient pas on regarde pas ça, en fait. Parce que, après donc on pourrait regarder ça, c'est juste que ça a jamais été quelque chose qui nous a vraiment posé problème. Mais on pourrait regarder ça du moment où, en fait, le modèle neuromusculaire, aussi, calcule, les forces, musculaires. Donc en fait, on peut savoir quelle force chaque muscle, va produire et donc quel va être l'effet de la co-contraction. Donc, mais après ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder, comment on dit en français? La stiffness, des muscles et du joint en fait, la rigidité. Merci, du muscle et des joints pour, en fait, prendre ça, en fait, donc cette contraction, dans le système robotique. Donc du moment où on en connaît la rigidité, on peut savoir aussi, comment on peut aider le patient à faire un mouvement. Parce que le moment où le patient commence à avoir une rigidité quand même assez importante, lui donner beaucoup de force pour essayer de le faire bouger, ça va pas marcher, quoi. Parce que ça va lui faire mal, mais ça va pas être aussi donc, optimal pour lui, quoi. Et donc, ça après, ça va être, pour le futur, mais comment on peut créer donc des contrôleurs qui vont essayer de réduire cette rigidité? Mais bon, ça, c'est une question ouverte, quoi. Merci. Oui. C'est bien, juste pour faire un petit suivi sur le point, c'est que en fait, dans le monde inférieur, des personnes avec post-AVC, cette coactivation-là musculaire, là, j'en entraînais un justement ce matin, là, c'est vraiment très, très présent et très fort. Tu n'arrives même pas à vouloir plier le genou parce qu'il y a tellement de raideur. C'est un des enjeux qu'ils ont, je crois, avec les exosquelettes, quand ils ont, on dit qu'ils ont, les patients ont de la spasticité au-dessus, une hypertonicité au-dessus d'un seuil. C'est moins facile là, pour utiliser ces clientèles, avec ces clientèles-là. Merci beaucoup. Merci. J'avais vu la main Arachide Oui, levée.
Oui, s'il y a encore, ouais, on a encore du temps. Ben, on aurait une dernière question, on aurait le temps, mais là, Ok. 5 minutes, Rachid, c'est pour la question et la réponse, hein, c'est juste spécifié, là. Tu me connais bien, je parle vite. Merci. Tout le monde. Merci. Je vais pas te mettre trop de pression, là, Rachid, là, avec mon commentaire. Ouais, pas de problème, j'y suis habitué. Merci Guillaume pour ta présentation super intéressante. On s'est déjà rencontrés, on a beaucoup discuté Ouais. d'une possible collaboration et c'est toujours en cours. J'espère qu'on va pouvoir édifier quelque chose. Surtout que j'ai un système qui roule en temps réel actuellement, le simulateur, pour lequel j'utilise un RL, un agent RL pour apprendre à quelqu'un à modifier une force et apprendre à réduire un coût physiologique au niveau de l'épaule. Mon RL est basé sur le SARSA, donc sur un algorithme très très facile des Q-matrix pour pouvoir, à partir d'informations entrantes, il génère une action. Donc c'est ça le state action, un peu comme toi tu utilises, mais toi tu utilises un ANN comme pour générer une action. Ma question, c'est si je voulais, en omettant que le fait qu'on est possible d'être en temps réel tous les deux et synchronisés, est-ce que c'est possible de mixer des agents RL avec un algorithme type SARSA et un agent RL qui va générer une commande musculaire, le NN lequel tu as présenté, pour bifurquer, donc pour converger vers un reward multi-agent. Est-ce que c'est possible d'avoir un multi-agent dans lequel un agent est de type NN et un agent est de type Q-matrix, SARSA, discret, assez plus simplifié, mais plus temps réel, plus possible en temps réel? D'après toi, est-ce que c'est possible de mixer? Donc ça, c'est une bonne question. Je pense pas être la meilleure personne pour te répondre, pour ça, parce que ça quand même, c'est vachement pointu sur l'intelligence artificielle. Mais, donc d'après de l'expérience que j'ai, le problème avec, donc ces agents, donc, reinforcement learning ou quoi que ce soit, c'est, le moment où tu vas avoir des changements dans ton modèle ou des changements, donc ça peut être des changements dans tes entrées. Hem, donc le modèle, il va avoir du mal à vraiment réagir en fait sur des choses qu'il ne connaît pas en fait. Donc, si tu commences, donc t'entraînes tes modèles sur une simulation ou sur un environnement qui est différent et après tu les mets ensemble en temps réel, donc ça va être des systèmes un peu concurrentiels. Je pense que ça va pas super bien marcher, parce que il va y avoir cette concurrence qui va se créer là. Mais je sais que bon, ça c'est, faudra vérifier quoi. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent pour en fait entraîner ces agents, ensemble en fait. OK. Donc ça va être d'entraîner ces agents, ensemble. Comme ça en fait, ils commencent à cohabiter, dès l'entraînement en fait. Que si tu les OK. entraînes séparément et après tu les fais, heu, compétitionner sur un problème, je pense que ça peut créer des soucis, quoi. Mais après bon, moi je suis pas un expert en système là concurrentiel comme ça. Donc faudra vérifier avec quelqu'un qui a plus d'expérience, sur ces sujets-là, ouais. Merci beaucoup, c'était sympa, bonne présentation.